Anti-défense. Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents et chères adhérentes bénévoles, l'association Anti-Défense, toute personne autre de l'association, journaliste ou autre média qui sera à l'écoute, ou en tant que président de l'association Anti-Défense, M. Béduhervé. Donc, je tiens à faire un discours par rapport aux événements actuels et dire franchement que bon, bien sûr, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y avait certaines choses à régler, à mettre en place juridiquement. Ça, je l'ai déjà dit. Donc maintenant, c'est bon. Je reviens. Je reviens encore plus fort qu'avant. Encore plus combatif. Encore plus dans la persévérance. Utiliser tous les moyens, juridiquement, de pouvoir défendre le mieux possible les personnes en situation de handicap et les personnes dépendantes et les assurés sociaux. C'est bon? Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents et chères adhérentes, bénévoles ou autres personnes en dehors de l'association, amis et amies féminines et journalistes ou médias qui pourraient éventuellement voir cette vidéo. Je tiens à dire que l'association Anti-Défense continue sa bataille contre les inégalités, contre l'injustice fait dans le droit par les personnes en situation de handicap, les assurés sociaux aussi. Donc je tiens à dire aussi que pourquoi j'ai mis autant de temps pour pouvoir faire cette vidéo, c'est que j'avais des choses à faire, des choses à régler juridiquement, à me protéger vis-à-vis de moi, des membres du bureau, de mes adhérents, de mes bénévoles. Donc voilà. Donc je tiens à faire un discours actuel. Ce discours, je tiens à le faire, mais en sachant que, je le redis, cette association est apolitique. Mais on est un devoir aussi de faire que la société soit inclusive dans tout domaine. Dans le domaine de la citoyenneté, dans l'élaboration du vote pour tous, le vote pour tous par rapport aux élections actuelles, présidentielles qu'il y a eu, et législatives. Donc, permettre aux personnes handicapées de voter, c'est l'affaire de tous. Si les candidats évoquent très souvent les politiques publiques en faveur des personnes handicapées, force est de constater que peu d'entre eux s'adressent directement à elles. La CNDCH recommande d'inscrire dans le code électoral une obligation pour tous les candidats, pour toutes les régions, de renforcer l'accessibilité de leur campagne, utilisation du langage facile à lire et à comprendre, recours à des traducteurs en langue des signes, accessibilité des sites internet, réunions permettant des vrais échanges avec les personnes handicapées. Je tiens à rappeler la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi de 2007 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Quand il a fait 3 ans, il se déplace avec un accompagnateur qui signe à sa place la feuille d'émargement. Je reconnais une difficulté, le manque de connaissance des textes de loi par le personnel des mairies et des commissariats, souvent peu au fait des exceptions pour les handicapés. Vous encouragez les votes des handicapés. Ce monsieur qui s'appelle Philippe Croison milite pour l'instauration du bulletin citoyen accessible à tous. Élection 2017, avec un handicap, être acteur de la vie publique, c'est possible. C'est pas une question d'accessibilité.
La loi reconnaît à tous le droit d'intervenir et de peser dans la vie de la cité. Bon. Handicap et citoyenneté, il est temps d'en parler. À quelques jours du premier tour des élections, on parle de citoyenneté et d'handicap. On n'aborde pas la question de l'accessibilité, très peu, malheureusement. Très souvent, les personnes handicapées, on les aide, on vient s'occuper d'aide, normalement. Aujourd'hui, il y a 350 000 personnes déficientes intellectuelles qui peuvent prétendre aller voter. Notre principal problème est que nous ne sommes pas représentés ou mal représentés. Nous manquons d'organisation pour former un vrai lobby capable de peser sur la politique, sur le handicap. Il faudrait monter une charte avec nos principales revendications afin que les candidats puissent la signer. Un peu ce qu'avait fait Nicolas Hulot pour l'écologie en 2007. Même si au final, nombreux sont ceux qui se sont torchés avec, entre guillemets, excusez-moi mes propos, mais voilà. Mais je ne souhaite pas qu'on soit représenté par quelqu'un déjà présent en politique. Je me vois mal être représenté par une personne déjà engagée pour un candidat, quand bien même ce serait le mien. Il faut que notre parole puisse être entendue par tous les partis politiques pour que les choses évoluent dans la bonne direction. Chaque jour, j'informe les personnes moins valides sur le matériel disponible qui permet d'atteindre le degré d'autonomie est rarement égalé. Problème, le coût. Le coût financier, tellement invité que parfois on a l'impression d'avoir un gâteau vraiment appétissant derrière une vitrine fermée à double tour. Là, je parle du matériel. Je quitte désormais au niveau de la politique en tant que citoyen handicapé. Donc, je tiens à le préciser. Ne soyons pas injustes, s'il existe énormément de personnes qui moulent leur chemise pour faire avancer les choses dans le domaine du handicap, ils sont aussi dans le domaine des valides. J'entends parler de la vie du Téléthon. Des personnes interviennent nécessairement pour des actions, leurs dons, suite aux maladies rares et par manque de financement, de la recherche. Donc, on est là pour toujours bouger, éventuellement, pour que au niveau de la recherche, ça puisse bouger et avoir le plus de moyens possible, ça c'est sûr. Beaucoup de personnes handicapées ont parfois trop vite baissé les bras dans leurs revendications, préférant voir l'État ou les associations s'occuper d'eux. C'est un problème de respect de soi que de prendre sa destinée en main, même si l'État de santé et les problèmes d'accès ne nous facilitent pas les choses. Nous devons agir de façon concertée et dynamique. Nous avons personnellement un travail à réaliser aussi. Bref, de chaque côté, il y a des personnes civiques intéressantes et qui bougent positivement. Malheureusement, de chaque côté, il y a des personnes inciviques, égoïstes, voire pire. Le tout est de voir les personnes les plus positives se faire entendre et bien entendre des politiques qui, eux, sont beaucoup plus visés que nous. Trop souvent, il est bien pour une politique de serrer la main d'un handicapé. L'image de marque en est flattée. Mais lorsqu'il s'agit de voir les choses évoluer en grand, nous sommes tous déçus de voir qu'il n'y a en général qu'il y a peu d'intérêt des politiques. Et le pouvoir même, si on peut sans doute découvrir une minorité qui ne correspond heureusement pas à cette image. Bref, je pourrais vous parler du sujet des heures, mais j'en reviens à votre émission. J'aimerais publier sur handymobility.org carton. Bien, je mettrai vers ce blog. Faudrait qu'on arrête de voir les handicapés uniquement que par le Téléthon, parce que il y a plusieurs handicaps. Il y a un handicap qui ne se voit pas. Il ne faut pas jouer la culpabilité ou l'empathie. Si certains pensent que c'est la faute du capitalisme, donc à se rendre aux États-Unis, en Australie et même plus près en Angleterre, tous les handicapés sont bien mieux intégrés que la France. Malgré tout, ce n'est pas mon handicap qui guide mon vote. Cela peut sembler étrange puisque les gens prêchent généralement pour leur paroisse. Les riches votent pour payer moins d'impôts, par exemple. Moi, je considère qu'il faut penser au-delà de sa personne. Je suis un citoyen en situation de handicap, pas un handicapé qui vote. Cela peut sembler étrange, mais je parle très peu de politique avec mes amis. Ils savent très bien que ce n'est pas mon handicap qui guide mon vote. Les politiques continuent de croire qu'ils peuvent améliorer notre situation, simplement en augmentant la hache, l'allocation aux adultes handicapés, les APL des handicapés si vous préférez. Bien sûr, c'est mieux que rien, mais ce n'est qu'une infime partie de nos problèmes. Il manque tellement de choses aujourd'hui. Un exemple simple, l'insertion des autistes. On continue de ne pas pouvoir les scolariser normalement avec les non-autistes, ce qui aggrave leur marginalisation.
Bien sûr, les coûts de telles mesures sont très importants. J'en suis conscient et ce n'est pas un petit commerçant du coin de payer une rampe adaptée pour nous, pour l'accessibilité. C'est à l'État de le faire aussi, de pouvoir l'aider. De même, si l'administration française est un chemin de croix pour tout le monde, imaginez-vous lorsque vous êtes handicapé. Rien n'est fait pour faciliter la tâche. La lourdeur de l'administration est épuisante pour nous. Qui devons déjà nous battre plus que les autres? Je vais donc attendre les élections pour voir si le problème est une nouvelle fois repoussé. Le point rouge avec les handicapés devant l'Assemblée nationale. Tout le monde dit qu'il faut prendre mieux en compte les handicapés. Ça dure depuis des décennies. En fait, globalement, tout le monde, sauf bien sûr les intéressés, se fout de ceux qui ont du mal à vivre dans ce monde de valides. Notre excuse, c'est la pitié, celle qui nous fait donner. On fait une bonne action. Le problème, c'est le regard, notre honte, notre peur de l'anormal. Nous sommes infirmes face aux handicapés. Résultat, on fait très peu parler des personnes handicapées à la télévision. Première raison, et je vais être un peu violent, ce sujet ne fait pas de l'audience comme dans certains cas, certains domaines. Même à la télé libre, ce point rouge fera moins de clics. Faites-moi mentir, oui, nous devons nous battre jour après jour pour obtenir les mêmes droits que tout autre citoyen. Oui, l'accessibilité s'améliore, mais à un rythme tellement lent qu'elle ne correspond rien à nos besoins. Bref encore, merci pour votre travail qui donne à réfléchir. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que de mauvais côtés valides et des bons côtés handicap. La réalité est plus nuancée, mais montrez cette réalité dans son aspect brutal comme vous le faites. Ce que nous nos rôles, c'est qui est très bien. Résumé. Améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles ordinaires est l'une des promesses du candidat qui est actuellement devenu notre président, M. Macron. Élu, il va devoir répondre aux attentes des parents et AVS qui s'élèvent contre le manque de formation et la précarité. Lors du débat de l'entre-deux tours présidentiel, M. Macron avait consacré sa carte blanche au handicap, une des priorités de son quinquennat. Devant 16,5 millions de téléspectateurs, il a notamment promis la création de tous les postes d'auxiliaires de vie pour que les jeunes en situation de handicap puissent aller à l'école. À la rentrée 2016, 280 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, un chiffre qui a augmenté de 25% en 5 ans. Parmi eux, 122 000 bénéficiaient d'un accompagnement, 83 000 en individuel et 39 000 mutualisés, selon l'Éducation nationale. Les emplois précaires, s'il ne l'est pas un préalable à la scolarité, l'accompagnement est indispensable à certains enfants. Or, ces enfants de l'éducation nationale sont insuffisants, souvent car l'emploi est précaire, peu valorisé. Qui peut être intéressé, c'est affreux. Pour un contrat de 20 heures, on gagne 775 €. S'exclame une femme qui s'appelle Sophie, 53 ans, accompagnante d'un garçonnet porteur d'autisme scolarisé en CP. Assise à ses côtés, elle l'aide à comprendre les exercices, prendre des notes, organiser son travail et participer à la vie en classe. Elle-même, mère d'un garçon autiste, cette Parisienne dit avoir mis de côté l'aspect financier. Quand on les voit rentrer dans la lecture, progresser et être intégrés dans la classe, c'est fabuleux. C'est juste quand on doit être éligible au contrat aidé. Certains sont surdiplômés, d'autres n'ont pas toujours un bon niveau scolaire ou de français. Regrette. Cette même personne, Sophie, témoin d'erreurs de casting. Valérie, mère d'une adolescente de 13 ans, atteinte de handicap moteur qui a bénéficié de différents AVS, s'étonne en effet que ces derniers ne soient pas mieux préparés au handicap. Ils doivent construire eux-mêmes leur relation avec un enfant dont ils ne servent rien. Ils s'adaptent comme ils peuvent. Constate-t-elle, décrivant le lien très fort qui unit son fils à ses AVS. L'intégration en milieu ordinaire est un défi pour ces enfants, pour que le système français est généreux. Les actions pour consolider le métier. Pendant le quinquennat en Hollande, les actions étaient menées pour consolider son métier. En 2014, un statut d'accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH, a été créé avec la possibilité d'avoir un CDI après 6 années d'ancienneté. C'est le cas de François Norel, 59 ans, qui accompagne 2 enfants dans une école élémentaire des Hauts-de-Seine. Il sera en CDI dès la rentrée. Cassé par des années de chômage, cette AVS avait pris cette voie alors qu'elle n'y connaissait rien. C'est difficile, témoigne-t-elle. Il faut de la patience, de la pédagogie
et de l'abnégation pour faire sa place, y compris parmi les enseignants. Pour Marie-Christine Filbert, secrétaire générale de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant en situation de handicap, le problème c'est que le métier est considéré comme une résolution du chômage, pas comme un métier au service d'un jeune qui a besoin de compensation à l'école. La qualité n'est toujours pas là, mais les AVS ont permis d'ouvrir les portes de l'école à énormément d'enfants, souligne-t-elle toutefois, plaidant pour qu'on coupe le robinet des emplois aidés qui ne sont ni une solution à la précarité, ni bénéfique au lien entre le jeune et son accompagnant. C'est une nomination rassurante au secrétariat d'État chargé des personnes handicapées de Sophie Cluzel, figure associative engagée, à rassurer la profession. J'espère que le dossier sera au programme du nouveau gouvernement. Je l'espère bien, en tout cas. J'entends devoir et susciter l'espoir des parents qui ne veulent plus d'enfants, qui font leur entrée sans AVS ou ne peuvent pas sortir de niveau scolaire, car l'AVS n'a pas le droit de travailler hors périmètre et horaire scolaire. C'était une lettre ouverte par Corinne Boudet, mère de Louise, une fillette porteuse de trisomie 21, lors d'une journée organisée à Lyon le 2 février 2017. Professionnels et parents reviennent sur l'importance du rôle joué par la famille dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes autistes. Besoin de formation. Il faut tenir compte de l'environnement familial et culturel. Sur ce point, on dénonce une discrimination par l'éducation et par l'argent. Dans ce cas, où certains parents n'ont pas les compétences ou les finances nécessaires pour aider leur enfant, il est indispensable de mettre en place des partenariats ou des formations. L'intégration des parents dans cette démarche est primordiale. Il faut d'ailleurs veiller à ce que leurs attentes soient toujours en lien avec la réalité et le développement de leurs enfants. Il semblerait donc que l'entourage soit davantage sollicité par les professionnels et leurs structures médico-sociales. La session fait en tout cas l'objet de nouveaux débats entre tous les acteurs concernés. Une tendance de bon augure pour l'avenir. En 2017, les troubles 10 sont déclarés en grande cause régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Sandrine Schell, conseillère déléguée aux personnes en situation de handicap, présente les enjeux auxquels la région devra répondre. Les troubles de dyslexie doivent faire l'objet d'une grande mobilisation. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je cite un exemple, qui a fait sa grande cause en 2017, ces troubles concernent 770 000 personnes dans cette région. Pour engager les pistes d'amélioration de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes qui sont affectées, l'hôtel de la région réunie le 9 mars 2017, experts associatifs, enseignants, chercheurs et professionnels de santé pour évaluer ce qui se passe dans le quotidien des personnes concernées. Appel à témoins. Donc, au niveau de l'MDPH, afin d'élaborer des pistes d'amélioration de la prise en charge de ces troubles, sachant que le coût de l'accompagnement et des soins nécessaires reste encore très élevé pour les familles. Donc, manque de financement, déserts médicaux, mauvaise prise en charge ou méconnaissance du handicap dans le milieu scolaire et professionnel. Les problématiques liées aux troubles dyslexie doivent faire donc l'objet d'une plus grande mobilisation dans la région. Pour élaborer des solutions concrètes, des questionnaires ont été adressés aux personnes concernées. À ce jour, nous avons reçu plus de 1000 contributions, souligne la chargée de mission, Madame Sandrine Chess. Et pour élaborer des solutions concrètes, à ce jour, nous avons reçu 1000 contributions. Aujourd'hui, on estime 500 000 des 8 millions d'aidants en France auraient moins de 25 ans. Très jeunes, parfois enfants, ils aident un membre de leur famille handicapé à se dépasser, se soigner et se laver. En France, en 2016, la prise en compte, la reconnaissance et l'accompagnement spécifique des jeunes aidants est très en retard, voire presque nulle, comparative à d'autres pays. Une réalité aujourd'hui taboue et invisible. Pourtant, avec l'accroissement combiné des maladies chroniques, à risque de dépendance et du nombre de familles monoparentales, ces jeunes sont de plus en plus nombreux, mais restent considérés comme enfants de leurs
parents malades, rarement comme aidants. Comme mieux préparer l'école à former les étudiants handicapés, les jeunes en situation de handicap ont encore 4 fois moins de chances d'accéder aux études supérieures qu'un élève valide et en sont pénalisés dans leur accès à l'emploi. Face à ce constat, une association rend public le 9 mars 2017 son livre blanc intitulé « Pour un accès effectif des jeunes en situation de handicap aux études supérieures et à l'emploi, un déficit de formation ». Selon un sondage réalisé par l'Arpège, 70% des Français estiment que les élèves en situation de handicap ne sont pas suffisamment préparés par l'école à faire des études supérieures. Or, le déficit de formation constitue une des raisons majeures du chômage des personnes en situation de handicap, qui sont 2 fois plus touchées que le reste de la population. C'est pourquoi depuis 2008, l'association Arpège agit pour une meilleure formation et employabilité de ces jeunes, vise la mise en place d'un ensemble d'initiatives telles que l'aide à la recherche de stages et d'alternance de la 3e à la Bac plus 5, les découvertes des métiers ou encore le parrainage par des collaborateurs d'entreprises volontaires. Elle réunit à ce jour 65 entreprises membres. L'association formule aujourd'hui 7 propositions pour lutter contre les inégalités l'accès à la formation. Tout d'abord, intensifier les actions au handicap à l'école ou encore s'assurer que les élèves handicapés effectuent bien leur stage de découverte obligatoire en 3e. Cette association propose également de mettre en place au niveau national une coordination effective des référents académiques en charge des élèves en situation de handicap. Une revendication récurrente est la professionnalisation du métier AESH, SAVS et la revalorisation de son rôle, tout comme le renforcement de la formation initiale et constitue des enseignants sur le handicap consolidés sur le sujet suppose également de se doter d'études conduites dans la durée et d'éléments statistiques fiables sur l'évolution des parcours des élèves handicapés. In fine, c'est l'organisation et le mode de financement de la GIFI, Fonds dédié à l'emploi des travailleurs handicapés, qui, selon, doit être revu. L'info qui sempiternellement revient à chaque saison, pour l'école, c'est la rentrée. Et pour les élèves handicapés, c'est le manque d'auxiliaires de vie que je reprécise. Mais bon. Mesdames, Messieurs, le pays des droits de l'homme, qui est la France, et un citoyen est un mauvais élève concernant les droits des personnes en situation de handicap. Les mots qui peuvent décrire leurs conditions aujourd'hui sont exclusion, maltraitance, invisibilité, manque de perspective. Chaque personne qui est confrontée au handicap peut se sentir isolée, seule face au regard des autres et la dureté du monde qui l'entoure. Ça, je le dis, en tant qu'association Handi-Défense. La perte d'autonomie est une question de solidarité républicaine. Plusieurs millions de personnes déclarent avoir des difficultés importantes dans leur activité quotidienne. Il faut ajouter non seulement les enfants, mais aussi les personnes âgées dont la perte d'autonomie rejoint souvent les besoins en situation de handicap. L'handicap n'est pas une caractéristique des personnes qui sont concernées. Il est le fruit d'une situation entre les individus et leur environnement. L'Organisation des Nations Unies, précise que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit et se retrouvent dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, article 10, et tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Article 11. La France est constamment signalée par les instances internationales en raison de violations répétées. Plus de 10 millions de Français sont ainsi concernés, que cela soit à la naissance
ou à la suite d'accidents du travail, de la route ou domestique, ou encore des maladies invalidantes. Nombre de nos concitoyennes découvrent chaque année la réalité du quotidien de multiples situations de handicap. Les inégalités sont criantes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de logement et de travail. Ce à quoi s'ajoute l'alourdissement du coût de la vie et le défaut de la prise en charge adaptée. C'est pourquoi environ 20 000 enfants restent sans solution. Au niveau scolaire, AVS, que je retiens à le redire, les annonces récentes du plan d'autisme et des services d'éducation spécialisés ne sont pas à la hauteur des besoins. En ce qui concerne les travailleuses en situation de handicap, le quotidien aussi est difficile. Ils sont 2 fois plus au chômage que les autres travailleuses. Taux de chômage respectif à 21% et 10%, et passe également de 2,5 fois plus de temps au chômage. Aujourd'hui, la majorité de la recherche liée aux questions du handicap est non seulement cloisonnée, mais aussi centrée sur une vision médicalisée et réhabilitatrice. Ainsi, l'emploi des personnes en situation de handicap est trop souvent vu sous l'angle médical. En réalité, le handicap n'est ni une maladie, ni un mal qu'on l'on soigne. Le handicap est une situation, pas une essence. Les personnes handicapées sont régulièrement victimes de discrimination, moqueries, mise à l'écart, traitement injuste et refus de droits. 3 millions de personnes déclarent avoir fait l'objet de discrimination au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Cela représente 5% des personnes de tout âge vivant en ménage ordinaire. Ces discriminations recouvrent des moqueries, des mises à l'écart, des traitements injustes, des refus de droits pour raison de santé ou de handicap. Nous l'avions évoqué au niveau d'handicap et emploi. L'intégration professionnelle et la participation des personnes handicapées à la vie économique et sociale apparaissent encore difficiles. Et ce, malgré l'obligation d'embauche prônée par la loi de février 2005, nous soulignons alors que les freins à l'emploi n'étaient pas uniquement d'ordre économique ou technique, en termes d'aménagement de postes, mais qu'ils provenaient également des représentations erronées qu'avait le monde du travail à l'égard des personnes handicapées. En effet, aujourd'hui encore, les employeurs hésitent à embaucher des personnes handicapées. Pour un ensemble de raisons d'ordre subjectif, une personne handicapée ne présente pas assez bien et risque de nuire à l'image de marque de l'entreprise. Une personne handicapée sera mal acceptée par ses collègues valides, craignant une charge supplémentaire de travail. Les employeurs craignent un absentéisme répété et une diminution de la rentabilité, mais aussi des difficultés de communication. L'adaptation des postes de travail semble problématique pour certains employeurs. Un manque de connaissance des entreprises en termes de démarches à réaliser pour intégrer un travailleur handicapé. À ce titre, le cas de l'insertion professionnelle est révélateur des conséquences et des répercussions que peuvent avoir notre regard sur la vie et le quotidien d'une personne handicapée. Partant du triste constat que le mot handicapé fait honte aux uns et peur aux autres, que ce label, cette étiquette discrimine tout, le travail de reconstruction d'une image de soi résiderait aussi dans l'acceptation et non pas le masquage de son handicap. Néanmoins, dire être intégré, c'est accepter son handicap, et l'image qu'on nous colle dessus, c'est arriver à rire de son malheur. Et certes une posture louable, mais il ne s'agit là que d'une parade, d'une défense. Être accepté, être reconnu socialement ne sous-entend pas se mettre au niveau des plus ignorants. Dans la vie, il faut se faire à l'idée qu'on sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et ce travail est rendu plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap. Il faut déjà pouvoir s'accepter tel que l'on est et ainsi être moins touché par le regard que les autres peuvent porter sur nous, que sur nous le regard que portent les autres qui peut finir par déranger. Ces regards de pitié, de dégoût, de gêne ou de compassion. Ces regards qui viennent quotidiennement rappeler la différence. Le handicap ne serait
être un frein à mon épanouissement, à mon intégration effective à la société. Non, le handicap n'est pas une affaire privée, c'est d'abord une affaire publique, celle de la dignité des personnes en situation de handicap, de leur liberté, de l'égalité entre les êtres humains. Une personne en situation de handicap n'est pas plus que quiconque réductible à son handicap. Instaurer la citoyenneté pleine et entière, c'est donc insister sur le lien avec l'environnement. Pour garantir la cohérence, il faut choisir ces mots. Nous préférons ouvrir pour l'autonomie qu'aider à résoudre la dépendance, c'est-à-dire substituer à la notion de prise en charge, celle de prise en compte. Nos objectifs fondamentaux appellent ainsi la nécessité de lutter contre les obstacles quotidiens et environnementaux. Ils sont culturels, sociaux, législatifs, réglementaires et architecturaux afin de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux droits généraux de tous, citoyens et citoyennes, et notamment le droit à la liberté effective de circuler avec une autonomie maximale, de s'instruire, de travailler, et le droit à pouvoir bénéficier d'un revenu décent. En premier lieu, réduire les situations de handicap vécues au quotidien par plusieurs millions de nos concitoyens et concitoyennes impose une politique interministérielle parfaitement coordonnée, ce qui n'a jamais été le cas. La deuxième mesure immédiate sera les réformes de la loi du 11 février 2005 pour définir les mesures visant l'accès à une citoyenneté pleine et entière. Enfin, il s'agit de prévenir les situations de handicap tout en garantissant les services publics au même niveau que pour le reste de la population. Éducation, emploi, déplacement, prestations sociales, vie sociale, ce sont toutes les dimensions de la citoyenneté qu'il s'agit d'égaliser. Assurer le droit à l'éducation et réaffirmer ce droit fondamental d'accès à l'éducation, au sens large du terme. Ce, tout au long de la vie de la personne. Inclure un volet handicap dans la formation des enseignants, afin qu'ils soient en mesure de répondre aux particularités de tous les enfants. Créer dans l'enseignement primaire et secondaire autant de classes ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, que nécessaire pour la scolarisation des enfants, encore sans solution, mais en renforçant l'efficacité de leur rôle de passerelle vers une véritable inclusion au sein des écoles ordinaires. Rouvrir et développer dans l'enseignement primaire autant de réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté que nécessaire pour soutenir la scolarisation d'enfants rencontrant des difficultés. Rouvrir les cursus de formation d'enseignants spécialisés pour pouvoir les postes nécessaires dans les classes ULIS et RAZED, les établissements et services médicaux éducatifs, décloisonner le secteur de l'éducation nationale et le secteur médico-social, et développer la mise à disposition d'enseignantes spécialisées au sein des établissements médico-éducatifs pour leurs enfants. Nous pouvons intégrer une classe ordinaire, répondre à l'accompagnement de ces élèves pour la création du nombre ad hoc de postes de titulaires d'auxiliaires de vie scolaire, formés, diplômés, création d'un diplôme AVS, prendre en compte l'inclusion individuelle de ces élèves dans le calcul des effectifs de la classe, développer en nombre suffisant les supports pédagogiques adaptés aux particularités de ces enfants, enseignement bilingue, langue des signes française, communication alternative et augmentée, etc. Mais aussi permettant la transmission du patrimoine, représenté par exemple par la culture sourde, construire un plan suivant les recommandations de l'ONU pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. Aussi, garantir le droit à l'emploi, mettre fin au désengagement financier de l'État via le retour à sa mission de traitement administratif des dossiers des travailleurs, travailleuses handicapés. Pouvoir, chaque département d'un centre de préorientation en relation avec la maison départementale des personnes en situation de handicap, contribuant à l'orientation professionnelle des travailleurs, travailleuses confrontés à des situations de handicap. Favoriser l'emploi des travailleurs, travailleuses handicapés aux compétences reconnues. Via l'embauche, si nécessaire, d'un ou d'une salariée à temps équivalent à charge de leur accompagnement professionnel, comptant pour unité bénéficiaire, notamment sous la forme de contrats jeunes
ou dans le cadre du service citoyen obligatoire. Assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés pour dynamiser l'emploi des travailleurs, travailleuses via un dispositif de pilotage incluant l'État, les fonctions publiques, le service public de l'emploi et le secteur médico-social, l'AGFI, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et les partenaires sociaux. Renforcer la formation professionnelle en développant l'alternance entre travail dans les murs et travail hors les murs. Renforcer les contrôles dans les établissements spécialisés type ESAT, établissements et services d'aide par le travail, et appliquer le droit du travail par le renforcement des effectifs de l'inspection du travail. Permettre l'accessibilité à partout. Ça, je m'y engage et c'est un combat que je mène depuis le début que j'ai créé cette association. Atteindre enfin l'objectif zéro obstacle, tolérance zéro contre les entraves. Les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi et imposer un plan de mise à l'accessibilité des transports, trains intercités notamment. Comme exemple, rendre obligatoire la formation initiale et continue des architectes et des professionnels du cadre bâti à l'accessibilité pour tous et au design universel. C'est systématiser la mise en place de commissions municipales d'accessibilité, notamment en ce qui concerne le logement, la voirie, les lieux de sport, les loisirs et le tourisme. Ensuite, il faut garantir un niveau de vie décent, augmenter l'allocation aux adultes handicapés. Ça, c'est un combat aussi que je mène. Au niveau du SMIC, pour les personnes reconnues en incapacité de travail, pour des raisons physiques, psychiques, cognitives ou mentales, la rendre indépendante des revenus du conjoint. Revaloriser le taux des pensions d'invalidité dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités pour les personnes relevant des deuxième et troisième catégories de la sécurité sociale. J'espère que ce gouvernement actuel et avec cette secrétaire d'État vis-à-vis de l'handicap pourra faire évoluer vis-à-vis de cette augmentation de l'AH qui sera mise en place. J'entends de voir ce qui va être mis en place par rapport à ce que je viens de dire. Et en même temps, il faut aussi répondre aux besoins quotidiens de l'accompagnement. Ça, c'est une nécessité. Créer un véritable métier de l'accompagnement par une formation adaptée et un salaire de base fixé au-delà des minima actuels, ce qui implique une revalorisation des centres des tarifs accordés aux personnes en situation de handicap. Revenir sur la définition de l'obligation familiale et revalorisation au niveau de l'aide apportée dans ce cadre par l'aidant ou l'aidant familial, grâce à la création d'un véritable statut de l'aidant, de l'aidante, incluant la reconnaissance du droit au dépit, afin d'assurer à la personne un minimum d'indépendance et de dignité. Permettre aux parents de pouvoir bénéficier d'aménagements horaires dans le cadre du travail et faciliter ainsi les modes de garde de leurs enfants et leur insertion professionnelle. Créer des places en établissements médico-sociaux et favoriser les établissements à taille humaine avec la présence obligatoire d'éducateurs, d'éducatrices dont le métier sera revalorisé et développé et aux règles strictes de bientraitance en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Renforcer la formation des personnels concernant la bientraitance, et différentes pathologies et lutter contre la maltraitance en l'inscrivant au code pénal. Je l'espère que un jour ça sera mis en place parce que la maltraitance, il faut pas l'oublier. Malheureusement, cela continue. Même pour les personnes âgées dans les EHPAD, il y a de la maltraitance encore, malheureusement. Donc, et c'est des personnes dépendantes. Malheureusement, suite à leur âge, deviennent handicapées. Ça, faut pas le négliger. Il faut le rappeler. Tiens, le rappeler. Les différentes pathologies et lutter contre la maltraitance.
Mettre en œuvre la prise en charge par la sécurité sociale des frais de psychomotricien ou psychomotricienne, d'ergothérapeute, de psychologue et de tous les équipements nécessaires à la vie quotidienne. Mettre en œuvre des plans cohérents et financés, plans polyhandicap, plans autisme, maladies rares, de façon à adapter le mieux possible les prises en charge, les lieux d'accueil et les modalités de soins. Faire face aux situations de vulnérabilité. Faire de la situation des femmes en situation de handicap une urgence politique. Les accès aux soins et à la santé, à la maternité, à la vie de famille, à une formation puis à un emploi sont véritablement des obstacles du quotidien qui sont d'autant plus aggravés pour les femmes. Créer les conditions d'un débat républicain et autour de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap en y intégrant une réflexion sur la parentalité, excusez-moi, c'est beaucoup de choses à dire. Faire l'égalité politique, ça rend véritablement accessible les élections, en appliquant le concept d'accessibilité universelle à l'ensemble des dispositifs d'une campagne électorale, les meetings, les programmes matériels et lieux de vote doivent être rendus accessibles, défendre la visibilité effective dans tous les domaines, que ce soit la culture, les médias et la politique. Et voilà. Donc je tiens à dire que l'association Handidéfense, elle est là pour vous défendre. Déjà, elle assure, vous le savez déjà, un suivi administratif et juridique, avec des partenariats éventuels avec la NDPH, avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dans le Pas-de-Calais, pour assurer au niveau des assurés sociaux, dans le suivi de la CMU, la CS, la ME, la CARSAT, la CRAMIF. On les oriente directement vers un conseil juridique, un avocat, éventuellement s'il n'y a pas le choix. Donc on est là pour favoriser aussi par l'attribution de logements sociaux au niveau des personnes en situation d'handicap. Par rapport aux aides financières pour accéder à un logement, par l'obligation en matière d'accessibilité des bâtiments d'habitation, des mesures fiscales pouvant être mobilisées pour adapter un logement. Elle informe aussi, nous informons les personnes et les familles en cas d'accessibilité, dans tous les domaines de la vie sociale, éducation, emploi, cadre, bâti, transport. Je tiens à dire aussi que le sport pour Handidéfense est une source d'intégration pour les personnes en situation de handicap dans le sport adapté et handisport. La solidarité entre les personnes handicapées et valides, sensibilisation au niveau de l'opinion publique et décideurs à la question du handicap en général. Elle accompagne aussi les enfants et les jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle. Elle apporte un soutien juridique adapté suivant la difficulté du dossier, que je tiens à rappeler de nouveau. Elle représente aussi la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et la mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités du handicap, l'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles. La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire, et la cohérence de celle-ci par son organisation, qui se veut au niveau régional et se développer au niveau national. Et donc, on assure des permanences. Donc, sur Lens, il y a une permanence qui va être mise en place. Et je tiendrai à vous informer lors d'une prochaine vidéo sur Lens, avec les horaires. Pour l'instant, cette permanence est assurée au siège social de l'association Handidéfense, au 40 avenue du Grand Condé, sur rendez-vous, le lundi de 15h à 18h. Sur Ulu, le premier lundi de chaque mois de 10h à midi, à la mairie. Sur Béthune, le premier et troisième mercredi de 14h à 17h, Centre Rosa Luxembourg, rue de Lille à Béthune.
À Vendalevielle, le 4e lundi de chaque mois, de 13h30 à 17h, à la mairie, place Jean Jaurès à Vendalevielle. À Arnes, tous les vendredis, de 14h à 16h, au CCAS, complexe Mimoun, chemin de la Désonne-Voie à Arnes. À Arras, le premier mardi, tous les 15 jours, un mardi tous les 15 jours, excusez-moi, de 14h à 17h au CCAS, 62 rue des Trois Visages, à Arras. Il y aura d'autres permanences. Il y a une permanence avec l'association ALPH, la maison des associations sous rendez-vous à Hénin-Beaumont. Donc je vous tiendrai informé par une prochaine vidéo. On collecte les bouchons en plastique, donc éventuellement dans le département 62, si vous avez des bouchons, on les récupère pour pouvoir aider le plus possible les personnes en situation de handicap dans le financement de fauteuils roulants électriques, matériels médicaux, interventions chirurgicaux, médicaments non remboursés. Donc voilà. Donc vous pouvez nous contacter au 03 21 14 72 28, 03 21 14 72 28. Notre portable 06 24 77 12 45, 06 24 77 12 45. Il y a un email handidéfense2015@gmail.com. Après le site internet www.handidéfense.com, www.handidéfense.com. Il y a le site Facebook Association Handidéfense, Twitter, YouTube, Google+. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier. C'est beaucoup de choses à dire. C'est pas trop évident parce que il y a tellement de choses à dire vis-à-vis de l'handicap et il y a d'autres tellement à dire. Mais je tenais à vous remercier à tous et à toutes d'avoir écouté mon message. Donc Handidéfense est toujours là. Je suis toujours là. Mon combat, vous l'avez entendu par rapport à ce discours que je vais mener. Il y a d'autres combats, mais ça, dans les prochaines vidéos, j'en parlerai davantage. Il y a des partenariats qui sont mis en place. Et de toute façon, je vous en parlerai lors de prochaines vidéos. En tout cas, je tenais à vous remercier, tous et à toutes. Chers adhérents et chères adhérentes, bénévoles, autres personnes en dehors de l'association, les médias, d'avoir écouté ce discours pour cette vidéo. Merci à vous. Merci pour eux, ceux qu'on défend, les personnes en situation de handicap, les personnes dépendantes. Merci et à très bientôt. Au revoir. Handidéfense.